Bonjour et bienvenue à cette présentation du concept du Hancho. On va voir ensemble comment réussir un projet Hancho avec un retour d'expérience d'un projet Hancho qui a été mené avec Draxenmeier. On va commencer notre présentation par l'exposition des origines du concept du Hancho. Puis après ça, on va voir c'est quoi les différentes étapes pour réussir un projet Hancho. Le concept du Hancho est un concept japonais qui veut dire team leader. En fait, il s'agit d'une batterie d'outils, de méthodes et de mécanismes qui permettent de faire passer une personne passive ou réactive au mode actif et proactif. Comme la majorité des concepts reliés à l'optimisation industrielle, le concept du Hancho provient de Toyota. Ce concept a été développé avec une approche de management autour du Hancho. Chez Toyota, le Hancho peut réussir quand il gère une équipe entre 6 et 8 collaborateurs. Selon le concept du Hancho, tout le monde doit être au service de la production, que ce soit les structures de pilotage ou de support. Tout le monde travaille dans une relation client-fournisseur, mais la personne la plus importante, c'est la production. Les personnes qui travaillent au niveau de la production évaluent au quotidien les services internes. BMW est une des sociétés qui a commencé déjà à instaurer le Hancho. Et c'est devenu même un mode d'organisation où le manager est au service de son équipe. Il est à l'écoute de son équipe et leur facilite la vie. Il essaie de résoudre tous les problèmes avec les autres interfaces, que ce soit la logistique, la qualité et tout autre intervenant pouvant influencer la production. Voyons maintenant les différentes étapes que doit comprendre un projet Hancho pour réussir à optimiser la performance au niveau de l'entreprise industrielle. La première étape consiste à constituer l'équipe de projet Hancho. On va parler un peu de l'équipe externe. Pour réussir un projet Hancho, il est important que l'entreprise de consulting met à la disposition du projet une équipe multidisciplinaire avec une riche expérience internationale. Pour le cas du projet Hancho de Draxenmeier, International Consulting Canada, en partenariat avec Tarai Group, a mis en place une équipe d'ingénieurs électriques, mécaniques, industriels, des économistes, des financiers, des statisticiens, ainsi que des experts du domaine des sciences humaines. La majorité des consultants seniors qui ont contribué au projet ont des expériences internationales, au niveau du Japon, du Canada, de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, de la Turquie, de la Thaïlande, etc. Et ont aussi des expériences avec des multinationales telles que Isuzu, Renault, Leoni, Draxenmeier, Lear Corporation, etc. Pour réussir un projet Hancho, il est important d'avoir une équipe multidisciplinaire de formateurs, d'animateurs et de coachs. Pour le cas du projet Hancho de Siliana, Draxenmeier a mis à la disposition du projet le directeur de production. Le directeur de production, M. Meher Bousrih, a assuré le management de projet. Il a agi en termes de chef de projet. On a constitué avec lui l'équipe de formateurs, qui sont 7 formateurs multidisciplinaires. Ces formateurs assurent de la formation sur le plan technique et comportemental, en utilisant un référentiel à l'appui. On a aussi constitué une équipe d'animateurs terrain, formée d'ingénieurs ayant de l'expérience en développement des soft skills ainsi qu'en lean management. Cette équipe assure le coaching au quotidien des différentes personnes qui ont assisté aux formations afin qu'ils puissent appliquer au quotidien ce qu'ils ont appris en formation. D'autre part, des coachs seniors ont assuré le coaching des managers des Hancho. Un expert du domaine de l'automobile, M. Nadmizwari, a assuré la documentation
des leçons apprises. La deuxième étape pour réussir un projet Hansho, c'est d'étudier les profits des participants avant qu'ils embarquent dans la formation et dans le coaching. L'étude des profits des participants s'appelle aussi profiling. Cette étape consiste à étudier le profit de chaque participant en utilisant une batterie de tests ainsi que des entretiens conçus pour cette fin. Les entretiens comprennent des mises en situation très proches de la réalité à laquelle seraient confrontés les Hansho. Le livrable, c'est un rapport qui explique le profit de chaque participant qui va être utilisé par les coachs et les formateurs afin de les guider pour mieux optimiser leur temps dans le renforcement des compétences des participants. Ce rapport constituera le point de départ pour le lancement du projet. Il est important que la passation des tests soit effectuée dans la rigueur nécessaire. Il est important que le profiling soit basé sur des tests très bien conçus et adaptés à la population cible. Ils doivent comprendre au moins 3 catégories de tests. Des tests de communication, des tests de raisonnement et des tests de compétences organisationnelles. Il est aussi important de choisir le meilleur test de personnalité qui soit le plus adapté au contexte étudié. L'étape de profiling permet normalement d'aboutir à une catégorisation des différents participants en 4 familles de futurs Hansho. Les Kosoka, ce sont les Hansho concepteurs. Les Suponza, ce sont les Hansho promoteurs. Les Tekuni-chan, ce sont les Hansho artisans. Et les Shokunin, ce sont les Hansho entrepreneurs. En fait, selon ce modèle, toute personne serait prédisposée naturellement à exercer un métier qui correspond le plus à son profil. Ainsi, on aurait des profils plus architectes, ce sont des profils de Hansho concepteurs. Ce sont des gens qui sont plus orientés à donner des idées, à réfléchir, à analyser, à interpréter, etc. Les Hansho promoteurs sont des gens qui sont plus menés à exprimer les idées, à convaincre, à informer. Par ailleurs, les Hansho entrepreneurs sont les Hansho qui sont plus disposés à organiser, à coordonner, à synchroniser les travaux. Par ailleurs, les Hansho artisans, ce sont les Hansho qui sont prédisposés naturellement à exercer avec finesse un métier. Cette décomposition en 4 profils de futurs Hansho facilite le travail en matière de coaching terrain des Hansho. En fait, le coach va utiliser ce profil afin de développer les compétences du futur Hansho. Il va travailler sur sa motivation profonde, sur la personnalité et son équilibre, ainsi que le système de valeurs qui est propre à ce profil de personnalité. Le référentiel Hansho CMPV est détaillé dans les pages qui suivent. Plus précisément, les coachs et les formateurs vont travailler sur les participants pour les faire passer du mode passif des fois au mode réactif, puis au mode actif pour parvenir au mode proactif. Et cela en travaillant sur 2 axes principaux, qui sont le sentiment interne de l'employé ainsi que sa réflexion interne qui explique tous les 2 son comportement. L'analyse approfondie du profil de personnalité, des compétences conceptuelles, promotionnelles, entrepreneuriales et techniques, ainsi que de la motivation profonde permet de développer le plan de développement personnel qui comprend les axes de développement personnel de chaque participant ainsi que son plan de self-coaching. Passons maintenant à l'étape 3 qui est la définition du cahier des charges de coaching.
Ce qui est important dans un projet de développement des compétences des Hansho, c'est que le cahier des charges soit vraiment unique et précis pour chaque participant. Le participant devrait se sentir unique. Il doit avoir un cahier des charges qui parle de lui, de ses compétences, de sa motivation, de sa personnalité et ses valeurs. C'est ainsi qu'il va s'engager dans un plan de self-coaching. Le référentiel CMPV des pages qui suivent est utilisé pour développer le plan de coaching de chacun. International Consulting Canada, en collaboration avec Caray Group, a mis à disposition de ses consultants ainsi que les coachs et animateurs un référentiel qui standardise le métier de coach terrain des Hansho. Basé sur l'approche CMPV ainsi que la catégorisation des 4 familles de Hansho qui sont Hansho concepteurs, promoteurs, entrepreneurs et techniciens, International Consulting Canada a développé un référentiel pour chacun. Ce référentiel permet de relier les compétences à la motivation, à la personnalité et au système de valeurs. À titre d'exemple, on pourrait avoir un ingénieur méthode qui a des compétences analytiques confirmées, mais qui n'est pas très motivé à analyser et interpréter les phénomènes qui l'entourent. Le coach aurait un référentiel de personnalité pour analyser l'équilibre raison-émotion qui pourrait quelque part bloquer ce concepteur à être réellement un ingénieur méthode capable de comprendre, analyser, interpréter et décider. Pour les 3 autres corps de métier, International Consulting Canada a aussi développé des mécanismes, des méthodes et des référentiels qu'on va voir tout à l'heure. International Consulting Canada a mis à la disposition de ses consultants et coachs un référentiel des compétences qui est utilisé pour le coaching des Hansho. Ce référentiel comprend 4 matrices, chacune est utilisée pour développer une compétence bien précise. Pour développer les compétences en raisonnement, on utilise la matrice comprendre, analyser, interpréter et décider avec 4 niveaux pour chacun des 4 axes qui sont réactifs, actifs, proactifs et stratèges. Un diagnostic pourrait nous donner que la personne qu'on va coacher est capable de comprendre les données historiques. Par exemple, comprendre l'historique d'évolution du rendement ainsi que des non-conformités au niveau de la ligne de production. Par ailleurs, il n'est pas capable de comprendre le lien entre les données historiques. Cette compétence pourrait être nécessaire pour le poste de travail pour lequel il doit migrer. Il pourrait avoir aussi des difficultés à découvrir les variations significatives ou d'analyser les liens entre les données et expliquer les variations. Par exemple, analyser les liens entre le rendement et la qualité. Il peut être bon en termes de fixation d'hypothèses expliquant les variations et bon en termes d'interprétation des variations en se référant aux facteurs d'influence. Néanmoins, il pourrait avoir des problèmes à maîtriser les techniques utilisées pour faire une analyse et une interprétation approfondie. La même personne pourrait ne pas avoir des problèmes à tirer des conclusions et les justifier, néanmoins avoir des problèmes pour prendre des décisions fiables tenant compte des différents facteurs qui peuvent influencer le rendement et la qualité des produits. Étant donné l'analyse du poste de travail, on pourrait avoir une priorité numéro 1 de renforcer les compétences de cette personne en termes de compréhension des liens entre les données historiques. Puis la deuxième importance serait accordée au mode réactif en termes d'analyse, c'est-à-dire de découvrir les variations significatives, ainsi que s'améliorer en termes d'analyse des liens entre données. Ainsi de suite.
International Consulting Canada a aussi mis à la disposition de ses consultants un référentiel pour le coaching des Hansho promoteurs. Elle a aussi mis à disposition un référentiel pour les Hansho entrepreneurs et un référentiel pour les Hansho techniciens. Il est à signaler que ce qui précède concerne principalement la phase de diagnostic et de coaching de base, c'est-à-dire le coaching qui touche les compétences fondamentales, qui sont la communication, l'organisation, le raisonnement et le métier. Pour coacher les personnes dans leur milieu de travail, plusieurs facteurs vont rentrer en ligne de compte. L'environnement dans lequel il exerce le métier, les interactions avec les autres départements, l'équipe qu'il gère, les objectifs et les KPI qu'il a, les compétences spécifiques au métier et les tâches spécifiques qu'ils doivent maîtriser. Pour cela, les coachs vont utiliser un référentiel métier. C'est un référentiel beaucoup plus orienté terrain, qui se rapproche de plus en plus vers le contexte particulier de chacun et essaie de développer les compétences de chaque participant en relation avec le métier qu'il exerce chaque jour. Sur le premier axe, qui est l'axe de maîtrise des tâches, le consultant va s'assurer que le Hansho est capable de définir de façon claire et précise ses principales tâches. Il va l'accompagner par après pour maîtriser la fréquence et la priorité des tâches afin de mieux gérer son agenda. Enfin, il va l'accompagner pour établir des mécanismes qui lui permettent de mesurer en permanence sa propre efficacité et mieux gérer ses interactions. Pour le deuxième axe, le coach s'assure que la personne coachée est capable de définir pour chacune de ses propres tâches les compétences dont il a besoin pour réussir. S'il est capable de faire ça, il va l'accompagner pour utiliser un référentiel dédié pour définir les écarts entre les compétences requises et acquises. Enfin, il va l'accompagner pour établir et suivre un plan d'évolution qu'il va établir lui-même pour évoluer assurément sur le plan technique, managérial et comportemental. Le troisième axe sur lequel le coach va travailler est celui de la maîtrise des objectifs. Il va s'assurer que le participant est capable de définir et de différencier les différents critères de mesure de la performance sur le plan efficacité et efficience. Il va l'accompagner par après pour définir clairement les KPI au niveau de chacun des objectifs et déterminer la fréquence pertinente de suivi et de contrôle. Il va enfin l'accompagner à relier les KPI de mesure de performance de son équipe aux critères de mesure de l'efficience globale de l'entreprise ou du département dans lequel il exerce son métier. Le quatrième axe, c'est celui du management de l'équipe. Le coach va s'assurer que le Hansho est capable de comprendre les orientations établies par la direction et il est capable de motiver son équipe afin de s'aligner avec la stratégie globale. Par après, il va l'accompagner pour améliorer en continu ses compétences techniques et comportementales ainsi que celles de ses collègues et ses collaborateurs afin d'atteindre les objectifs convenus. Enfin, il va l'accompagner pour établir des actions concrètes pour améliorer le niveau relationnel entre les collaborateurs et garantir une meilleure ambiance au niveau de l'équipe. Sur le cinquième axe qui concerne la maîtrise de l'environnement, le coach va vérifier que la personne coachée est capable de définir les facteurs de l'environnement qui peuvent influencer la performance de l'équipe. Il va par après l'accompagner pour établir des actions concrètes afin d'agir en amont au niveau des facteurs d'influence. Il va enfin le coacher pour déterminer des stratégies pour faire adhérer son environnement à des améliorations à apporter. L'axe 6 consiste à maîtriser les interactions.
c'est-à-dire à comprendre les interactions avec l'entourage et les relations client-fournisseur internes. Le coach va accompagner le participant pour déterminer les critères de satisfaction des clients internes afin de les satisfaire en amont. Enfin, il va l'accompagner pour établir des plans d'action pour améliorer en continu la satisfaction des clients internes. Le dernier axe est celui de la maîtrise des outils Lean. Le coach va commencer par coacher la personne pour comprendre les outils de base du Lean. Après ça, il va l'accompagner pour savoir choisir le bon outil face aux situations les plus fréquentes. Et enfin, il va le coacher pour savoir utiliser efficacement, au bon moment et au bon endroit, les outils Lean adéquats. Maintenant, on va passer à l'étape 4, qui est celle de la planification et organisation des formations. Il est important que les thèmes de formation soient en relation avec les objectifs de développement de la personne coachée, tenant compte des écarts qui ont été constatés sur terrain en termes de compétences, motivation, personnalité et valeurs. Développé par une équipe multidisciplinaire d'experts d'International Consulting Canada, un matériel pédagogique est mis à la disposition des Hansho trainers et coachs qui comprend 12 thèmes interreliés qui sont illustrés à la page suivante. Pour réussir la formation des Hansho, un toolkit a été développé pour chacun des 12 sujets suivants. Le toolkit comprend pour chaque sujet une partie qui concerne la discussion de la pertinence du sujet, pourquoi le traiter, à titre d'exemple, pourquoi est-ce que je dois maîtriser ma mission, pourquoi avoir une vision. Pour mon job, pourquoi avoir un système de valeurs. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, on traite le contexte particulier. C'est quoi exactement ma mission? C'est quoi ma vision? C'est quoi mes valeurs? La troisième partie, c'est comment faire évoluer cet axe, c'est-à-dire quelle stratégie entreprendre pour améliorer notre système de valeurs, par exemple. La quatrième partie, c'est de déclencher au moins une action qui permet de s'améliorer sur cet axe. Les toolkits sont très importants à être maîtrisés par les Hansho parce que ça va représenter leur référence pour s'améliorer sur terrain. Il est à signaler que c'est très important que les formations soient des formations animées, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas utiliser des formations classiques du style PowerPoint avec des projections. Les hommes de terrain aiment mieux être dans le terrain, c'est-à-dire être dans l'exercice, dans la fonction. L'engagement à apprendre ne peut exister qu'à travers des ateliers animés. Il est important aussi d'utiliser des mises en situation qui sont très proches du contexte dans lequel les personnes coachées sont confrontées au quotidien. Dans les mises en situation, c'est très important de prendre le temps de discuter. Pourquoi, comment, quels moyens et quand on est confronté à ce genre de situation. Il est important aussi de profiter de l'occasion pour que, pour chaque mise en situation, les Hansho s'auto-évaluent en utilisant un référentiel. International Consulting Canada a le plaisir de mettre à la disposition des personnes apprenantes un référentiel bilingue et même trilingue préparé par l'équipe International Consulting Canada. Il est aussi important que pour chaque mise en situation Hansho, les participants s'auto-évaluent par rapport aux différents modèles d'International Consulting Canada. On parle du modèle CORT, du modèle SDLT, etc. Il est aussi fondamental que les participants fassent des exercices individuels. Pour s'améliorer, par exemple, en communication écrite, chaque participant peut avoir des exercices pour formuler, sous forme de phrases ou de tirés, ses principales tâches et responsabilités.
Pour s'améliorer en communication verbale, chaque participant pourrait avoir l'occasion de préparer un contenu et le présenter à ses collègues. Ainsi, le participant va développer une confiance en soi petit à petit et réduire son anxiété face à la présentation au public. Il est aussi important que pour s'améliorer sur le plan travail en équipe, les participants préparent aussi ensemble un contenu et les défendent en équipe. Ainsi, ça va se développer la solidarité entre les hanshos et ça va limiter la résistance face aux problèmes quotidiens qu'on va avoir au niveau des opératrices. L'esprit d'équipe se développe petit à petit au niveau de l'équipe formée et la capacité à exercer son leadership va apparaître. Ça va ainsi réduire le déséquilibre responsabilité-pouvoir parce qu'il y aurait des personnes qui auront des niveaux hiérarchiques inférieurs mais qui vont démontrer du leadership exceptionnel. Ces personnes-là sont traitées pour s'améliorer dans leur carrière. Il est important d'impliquer la masse, c'est-à-dire ces opératrices qui vont voir leurs collègues en train d'être formés et coachés sur terrain auront aussi besoin d'être soutenues et de contribuer quelque part et se voir partie prenante dans le processus d'amélioration des compétences des hanshos. Il est aussi important de faire de temps en temps ou d'organiser des team building, que ce soit en externe ou même en interne. Il est aussi important de clôturer la formation par des certificats reconnus. On va maintenant passer à la phase 5 qui est le coaching des hanshos sur terrain. Comme déjà mentionné précédemment, c'est très important que le travail des coachs soit en relation avec le travail des formateurs et que le chef projet assure cette synchronisation entre les différents intervenants. Il est aussi important que les coachs terrain soient des gens qui ont une formation ou de l'expérience diversifiée. Sur chacun des 7 axes qu'on vient de mentionner, le coach va procéder de la façon suivante. Il va commencer par un diagnostic, là où il va observer la personne coachée sur terrain. Il va définir avec lui, avec la direction, des objectifs d'évolution et il va définir un cahier des charges pour le coaching technico-comportemental. Les résultats sont tout le temps évalués afin d'apporter les ajustements nécessaires. Comme il a été mentionné, la coordination entre les différents participants au projet hanshos permet au coach de démarrer le coaching en connaissance des causes, c'est-à-dire en maîtrisant tout ce qui se passe au niveau de la personne coachée. Ses compétences, son profil de personnalité, son attitude, son niveau, etc. Il est important de signaler que les différents coachs terrain vont collaborer ensemble afin de partager les leçons apprises. Ces coachs vont travailler sur les 7 axes de l'excellence opérationnelle avec un seul objectif, celui d'atteindre la meilleure performance. Les coachs vont ainsi travailler en parallèle sur des objectifs d'évolution d'ordre technique et comportemental. Sur le plan technique, ils vont travailler principalement sur les tâches, les compétences, les KPI, les outils Lean, etc. afin d'avoir des résultats concrets, court terme et tangibles au niveau des processus. Ils vont travailler aussi sur le côté comportemental, qui concerne la gestion de l'équipe, la gestion de l'environnement, les interfaces, etc., avec des objectifs intangibles, qui touchent principalement la culture managériale, la façon de gérer. La dernière phase d'un projet hanshos, c'est la documentation du projet. À travers
la production de rapports. Le premier rapport est le rapport individuel. On en a déjà parlé que ce rapport-là devrait être produit en début de projet, c'est-à-dire en phase de diagnostic. Par ailleurs, ce rapport individuel va être actualisé au fur et à mesure qu'on avance dans le projet, afin de produire un rapport individuel final qui donne des conseils pour les managers afin de bien gérer le handshow une fois la mission est terminée. D'autres rapports peuvent être produits au fur et à mesure qu'on avance dans le projet. Un des rapports, c'est celui de l'évaluation 360 degrés des compétences. Le coach, au besoin, pourrait faire aussi une évaluation 360 degrés des traits de personnalité de la personne coachée. Et il peut le positionner par rapport à la moyenne de ses collègues. Un rapport d'analyse de motivation pourrait être fait au besoin afin de déterminer les préférences de rôle et responsabilités qu'aime avoir la personne coachée. D'autres rapports spécifiques peuvent être produits pour chacune des missions. Ça dépend vraiment du besoin particulier du client ainsi que du rythme d'évolution du projet en soi. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Vous avez nos coordonnées, vous êtes le bienvenu pour demander n'importe quelle précision concernant les projets handshow.